Vous êtes sur ITV et à Question Directe, bienvenue. Nous sommes avec Sanoussi Diakité. Sanoussi Diakité est le président de la formation politique AMFIT, Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail. C'est un mouvement qui a été mis en place il y a plus d'1 an. Sanoussi Diakité, pourquoi votre mouvement s'appelle Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail? Merci beaucoup, M. Diop, de l'invitation d'abord à l'émission, Question Directe. En fait, le mouvement s'appelle ainsi parce que son objectif, c'est de placer le travail comme étant le levier principal de production économique assurant notre croissance et notre souveraineté économique. Mettre l'accent sur le travail, mettre l'emphase sur le travail, orienter le regard sur le travail, organiser le travail, donner de la valeur au travail. C'est pourquoi on l'a appelé ainsi de la force, mais aussi de l'intensité au travail. Oui. Au Sénégal, il y a beaucoup de potentialités pour travailler. Les gens estiment que les pays africains, c'est des pays qui ne sont pas pauvres, parce qu'ils ont des ressources au sous-sol assez fournies, des ressources hydrauliques, des ressources agricoles énormes. Mais le problème, c'est d'exploiter ces ressources. C'est justement ça, le problème de nos pays. En fait, on pense que les nations sont riches du sous-sol. Non, les nations ne sont pas riches du sous-sol. Ils sont riches de quoi? Ils sont riches du travail. Les nations sont riches du travail. C'est le travail qui produit. Et le travail est plus important que le capital. Parce que le capital tout seul ne peut rien faire. Il faut que le travail vienne pour pouvoir lui donner de la plus-value, pour que ça puisse produire. Le travail a la faculté d'autoproduire de par sa propre énergie. C'est pourquoi le travail est plus important dans la production économique que le capital. Mais on a donné très peu de valeur au travail dans nos pays. Pourquoi? Juste parce qu'on nous a peut-être l'influence de la politique coloniale, l'influence de certaines manières de faire ou de considérer le travail. Il y avait une époque, Bakar Fall, un auteur sénégalais qui a écrit sur le travail au XXe siècle au Sénégal, l'a bien montré qu'à un certain moment même, on a donné un caractère avilissant au travail, considérant que le travail se fait pour ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Mais tout cela, c'est en rupture avec notre culture. Parce que dans notre culture, il y a le dembawar. Des gens, on chante les louanges de ceux qui sont braves au travail. Mais on l'a un peu délaissé parce qu'il y a eu une sorte de rupture dans la démarche culturelle vis-à-vis du travail. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a toujours organisé le travail dans le pays et en Europe essentiellement, dans l'entreprise. C'est le face-à-face entre l'employeur et l'employé. Mais le travail est inné en l'homme. C'est la raison d'être de l'homme. Et c'est son critère pour assurer sa liberté et sa dignité. Et justement, vous avez touché le mot. Beaucoup disent que c'est le travail qui donne la dignité à l'homme. Nous sommes dans un pays où vous avez énormément de jeunes qui sont sans travail. Et pourtant, il y a du travail. C'est ça le paradoxe. Oui. Aujourd'hui, vous avez besoin de plombiers, vous avez des difficultés pour en trouver un bon. Vous avez besoin de mécaniciens, c'est un problème. Le soir, si vous avez des problèmes chez vous de plomberie, personne ne peut intervenir parce que vous n'en trouvez pas. Alors que c'est énormément de métiers qui sont là, mais qui ne sont pas valorisés. Vous avez indiqué tout à l'heure le paradigme essentiel. Vous avez dit qu'il y a du travail, il y a des travailleurs, des gens qui sont... Mais on ne travaille pas. Voilà, mais on ne les a pas mis à contribution. C'est parce qu'on n'a pas organisé le travail. On a laissé les gens travailler pour eux-mêmes. Mais c'est à l'État d'organiser le travail comme étant un outil de croissance et de développement. Comment? Le travail s'organise.
il faut organiser le travail dans les secteurs de production, de manière à ce que ça produise de la valeur qui vienne s'ajouter à notre produit intérieur brut. Le Sénégal, aujourd'hui, est-ce que vous savez, la population active au Sénégal aujourd'hui, si on prend 17 millions d'habitants globalement, la population active est environ à 9 300 000. Sur ces 9 300 000 là, il n'y a que 3 500 000 qui sont en activité générant du revenu. Près de 5 millions ne travaillent pas. Près de 5 millions ne travaillent pas dans notre pays. Alors que si on mettait à contribution, on donnait du travail à ces gens-là, ça allait générer une richesse dans le pays qui peut dépasser les 3 000 milliards. Il n'y a aucune source de croissance qui peut nous apporter autant. Il n'y en a pas. Or, il est facile d'organiser le travail pour que 5 millions de personnes travaillent. Parce que le travail se paye soi-même. Parce que le travail, le salaire qu'on a, c'est une compensation à la production que l'on fait. Donc, il est facile d'organiser. Ce que l'État n'a jamais organisé, l'État s'est contenté d'accompagner les travailleurs, mais n'a jamais organisé le travail. Et c'est ça que nous voulons résoudre. Justement, en termes concrets, comment peut-on organiser le travail? En quoi faisant? Alors, il y a des secteurs. Lesquels, par exemple? Nous, dans le programme de Amphit, on a ciblé 8 secteurs. Lesquels? Mais la base, c'est l'agriculture. Ensuite, il y a la transformation. Il y a l'artisanat. Il y a l'élevage, il y a la pêche, il y a le transport, il y a les infrastructures, il y a les numériques. Tout ça, ce sont des programmes dans lesquels on peut développer massivement la création de situations de travail générant du revenu. Je rappelle que l'emploi, c'est du travail qui génère du revenu. Donc, il faut mettre les gens dans des situations de travail. Mais ça demande de la formation pour Oui, faire bien ce sûr. travail. Ça demande aussi des moyens pour le faire. La formation n'est qu'un moyen. Ça rentre dans le lot des moyens. Ce n'est pas l'objectif, la formation. C'est un moyen parce que c'est ce que apporte la formation qui donne la capacité à bien produire. Mais elle a un coût, la formation. Bien sûr. Comment l'organiser? Comment mettre de l'argent pour organiser cette formation? L'argent existe. Où allez-vous trouver les moyens pour le faire? L'argent existe dans le pays. Ah oui, il est où? Ah oui, mais regardez tous ces programmes qu'on met et qui n'aboutissent véritablement pas à beaucoup de résultats. Regardez la SAED. La SAED, c'est une société d'encadrement, mais pas de production elle-même. Regardez la Sodagri, société d'encadrement. Regardez Prodac, encadré. Regardez DER, encadré, accompagné, etc. Non, il faut sortir de l'accompagnement. L'ONCAD était un organisme d'accompagnement. On a vu ce que ça a produit. Il faut sortir de cela. Il faut que ce soit l'État. Les ressources de l'État soient utilisées pour recruter massivement les jeunes dans de la production qui va finalement les payer. Et ça, c'est possible. Dans l'agriculture, est-ce que vous savez que dans l'agriculture, on a encore 1 million d'hectares non exploités au Sénégal? Et les surfaces emblavées, qui sont les surfaces arables qui sont emblavées, le sont de manière irrégulière et erratique. Tout ça, si on organisait, on prend les jeunes, nous on n'a pas dit il faut financer les gens pour qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Non, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est qu'on recrute, ils travaillent, on les paye. Ils vont au boulot comme ils vont au boulot au bureau et on leur donne des salaires substantiels. Mais la production va les payer. La production va les payer. Vous savez, et par ce biais, on assure aussi l'autosuffisance alimentaire. Parce que si la production est à un niveau, on a besoin de 5-6 millions de tonnes de céréales pour être autosuffisant. Aujourd'hui, on est à 3 500 000, 3 millions et quelques. Il suffit simplement qu'on organise cette exploitation-là. L'État apporte les moyens, les tracteurs, les semences, les intrants, etc. Et puis amorce la pompe en assurant le salaire. Et qu'on ne me dise pas que c'est pour 3 mois. Non, c'est pour 12 mois. Un salaire, c'est pour 12 mois. Il est possible de donner un salaire pendant 12 mois. Et que ce soit de manière continue.
Vous prenez aussi dans le cadre de la transformation, vous voyez les centaines de milliers de groupements féminins qui sont actifs dans la transformation des produits et qui vivotent. C'est la logique de survie. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement est irrégulier en matières premières et l'écoulement est difficile parce que la quantité, la qualité, etc., ça n'accompagne pas. Il faut rompre avec cela. Il y a des pays qui l'ont fait, ils l'ont réussi. Il faut rompre avec ça. Mais au Sénégal, vous êtes dans un système capitaliste. Le système est capitaliste, le système international, qui fait que nos pays produisent pour exporter. Non, on n'a pas besoin d'exporter. On doit s'autosuffire. On a un marché intérieur d'abord. On règle ce problème-là. Parce qu'un programme national de transformation, par exemple, va fournir le marché intérieur en produits alimentaires, venus de la production agrégée de l'ensemble du territoire, à partir des petites productions. Vous savez ce qu'il faut régler comme... C'est un système de production. Mais ce n'est pas une usine. Vous êtes concurrencé par les produits qui viennent de l'extérieur, qui sont moins chers que ceux produits localement. Vous savez pourquoi c'est moins cher? Il y a la question de l'échelle qui joue beaucoup. Alors, quand on produit peu, on est obligé de vendre cher parce que dans la chaîne, là, tous les segments ont un coût. Oui, mais parlons justement du fognon. Vous êtes l'un des spécialistes. Vous avez créé une machine qui décortique le fognon, qui le fait. Le fognon aujourd'hui, il y a pas de forte demande des Sénégalais. Mais l'offre est un peu insuffisante. Vous savez pourquoi? Le 1000 aujourd'hui, cette année, c'est l'année internationale du 1000 décrété par les Nations Unies. Mais vous allez au marché, le 1000 coûte plus cher que le riz. Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? On ne l'organise pas. Monsieur Diop, franchement, il faut que pour une fois, et ça c'est inédit au Sénégal, c'est inédit. L'État organise le travail, c'est inédit. On ne l'a jamais essayé au Sénégal. On ne l'a jamais essayé. Et ce que nous disons, c'est une approche tout à fait pragmatique et pratique. Nous, on voit le fognon aujourd'hui, l'offre, la demande est plus forte que l'offre, parce que simplement, on n'a pas mis ça à l'échelle. Depuis combien de temps on est en train de dire à l'État, mettons en place un programme de production de fognon. Pourquoi on n'en cultive pas à Diourbel? Pourquoi on n'en cultive pas à Matam? Pourquoi on n'en cultive pas à Louga? C'est une hérésie. On a une possibilité, on ne l'exploite pas. C'est comme si nous-mêmes, nous refusons de voir ce qui est d'aller sur le chemin facile de notre bonheur. Le bonheur, il est là, il est clair. Le chemin est clair, on ne veut pas l'emprunter. Nous, en fait, on dit non, il faut arrêter tout cela. On a les moyens d'assurer notre souveraineté économique en travaillant sur cela et en nous adossant sur la force de travail. Mais est-ce que vous pouvez assurer votre souveraineté économique du moment où vous n'avez pas de souveraineté monétaire? Vous êtes avec le franc CFA qui est convertible avec l'euro. Vous n'avez pas votre propre monnaie, contrairement aux États-Unis qui ont le dollar, qui peuvent en faire comme ils veulent, pour faire la planche à billets. Quand il y a un déficit, ils creusent le déficit pour financer l'économie. Oui, mais vous savez, la monnaie, elle est censée représenter la valeur de l'économie. Elle est censée représenter cela. Il faut que, justement, quand cette adéquation va être réalisée, nous avons toute l'attitude de prendre en charge notre destinée. C'est justement ça qu'il faut assurer. La souveraineté économique, ça commence par ça. Il faudrait que nous nous assurons que nous pouvons résister aux chocs exogènes non maîtrisés par notre propre production. Ce n'est pas demander aux gens de boire de l'eau de mer. Ce n'est pas compliqué de le faire. Je vous dis, nous avons toute la latitude, toute la possibilité d'organiser pour une fois le travail dans notre pays et de donner de la valeur. Et donner de la valeur aux travailleurs. Mettre le travail comme étant l'élément qui structure même, à un niveau constitutionnel, qui structure notre économie. Et c'est tout à fait cela qui va changer le paradigme de la position du travail dans la société. Et il faudrait ramener, aussi bien par l'éducation, la culture et les autres, ramener nos valeurs culturelles de travail. Restaurer cela et que naît de l'assurance et de la fierté d'avoir, de travailler pour nous-mêmes
et de gagner notre vie. Je n'ai pas dit d'amener les gens au suicide ou bien de faire juste le bénévolat, etc., ou travailler et ne rien gagner. Non, on travaille pour gagner sa vie, pour préserver sa propre dignité. Et ça, il faut l'assurer à travers les programmes productifs que nous mettons en place. Deux objectifs que nous poursuivons, M. Diop. Lesquels? L'autosuffisance alimentaire, l'emploi. Vous savez le taux d'emploi est à combien au Sénégal? Non. Mais c'est environ 40%. Est-ce que ça, vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi 40%? C'est 40% le taux d'emploi. Pourquoi? C'est les données de l'ANSD. Mais pourquoi nous sommes à 40%? Non, c'est les données. Alors, mais ce que ça veut dire, c'est ce que je peux vous dire. Cela veut dire que sur la force de travail, il n'y a que 40, vous prenez 100 personnes, il n'y a que 40 qui ont une activité qui génère du revenu. Le taux d'emploi, c'est ça. Il y a des pays qui atteignent 80% de taux d'emploi. Est-ce que c'est la mer à boire? Pourquoi nous sommes dans cette situation au Sénégal? On n'a jamais pris le travail comme étant l'axe des politiques publiques. Jamais. On a accompagné les travailleurs. On a peut-être organisé le travail au sein de l'entreprise, dans la relation entre employé et employeur. Mais on n'a jamais organisé le travail comme étant un outil, un levier de développement. On ne l'a jamais fait. Mais vous, on vous connaît comme étant quelqu'un qui a mis en place une machine pour décortiquer le fognon. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi ce n'est pas allé à une échelle industrielle où on peut créer une usine aujourd'hui au Sénégal qui produit par exemple des machines jusqu'à les exporter? Oui, la machine, elle est diffusée. Hein? Elle a aidé beaucoup de communautés à développer une activité florissante. Que ce soit à Kédougou, à Vélingara, à Sidiou, etc. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette machine-là à travers des programmes de développement. Ces populations ont pu l'acquérir. Mais la fabrication industrielle est un investissement d'abord. Un patrimoine qui a résisté à toutes les tentatives de phagocytose sur le plan international et qui s'est distingué sur le plan international. Ça devait être une priorité pour l'État du Sénégal. Ce n'est pas pour moi. Il n'y a pas eu d'accompagnement derrière pour industrialiser, pour permettre au Sénégal d'avoir une usine de fabrication de machines. Et puis ce n'est pas sous la forme, dis pas, ce n'est pas du social, il suffit simplement qu'il y ait un programme sur le fognon. La machine n'est qu'un instrument, ça ne peut pas être un objectif. C'est un instrument. Donc il faut l'utiliser dans le cadre et pour un objectif à atteindre d'autosuffisance et même d'amélioration du profil alimentaire de la population parce qu'on sait que le fognon est riche. Donc on a intérêt à l'introduire à ce que ça soit consommé dans notre pays. Il y a un impact sur la santé des gens? Ça a un grand impact sur la santé des gens. N'oubliez pas que en décembre, j'ai été invité à Munich parce que le PAM l'a introduit dans les programme alimentaire mondial. Le programme alimentaire mondial a introduit le fognon, a eu un regard, une attention sur le fognon. Nous avons l'instrument. Mais vous voyez, quand je suis quelquefois gêné de parler de la machine, parce que c'est vite peut-être interprété comme est-ce qu'il ne prêche pas pour sa chapelle? Non, c'est une question de développement, une question de société. Voilà, et je ne suis pas un homme d'affaires, moi. Je suis un entrepreneur social. Mais justement, quand vous avez produit cette machine qui est importante, est-ce que les hommes d'affaires sénégalais sont venus vous voir pour dire écoutez, votre produit est important, nous allons nous accompagner, travailler avec vous pour créer une industrie? J'ai eu le contact avec quelques industriels, mais ça n'a pas prospéré. Parce que, voilà, les discussions, j'ai eu d'ailleurs plus de contacts de l'extérieur, des sociétés indiennes, des sociétés canadiennes, des sociétés sud-africaines m'ont contacté. Mais ce qu'ils m'ont proposé, c'est de fabriquer là-bas. Mais pas ici. Voilà, moi je l'ai dit, je suis d'accord pour un partenariat, mais qu'on fabrique ici. Parce que ça crée de l'emploi là, et l'emploi là, c'est la capacité à consommer, ça s'ajoute à l'économie. Donc c'est ça qui a été peut-être le point d'achoppement. Je tiens, coûte que coûte,
à ce que ce soit ici qu'on fasse la fabrication en série de la machine à fognon au Sénégal. Et la machine On à me l'a fognon- même proposé à côté du Sénégal, en Gambie. Et Je n'ai pas. le coût, c'est 500 et quelques millions de francs CFA Oui, de faire pour une démarrer usine. une usine. Ouais. Et l'État du Sénégal, Mais je suis... Vous savez, hein, je ne me décourage pas et je sais que des choses comme ça, il faudrait avoir la capacité de porter ça dans le long terme. Les changements sociaux, quelquefois, ont la tête dure. Donc, il faut savoir persévérer dans l'effort. est-ce que justement ce sont ces changements sociaux que vous voulez apporter, qualitatifs, qui vous a poussé que vous êtes candidat à la prochaine présidentielle? Non, ce n'est pas ça seulement. Mais c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons, mais ce n'est pas ça seulement. Ce que je trouve, c'est qu'on a analysé la situation du pays, on a vu que, mais on a les moyens d'être souverain. On ne l'a pas utilisé. Il suffit simplement de l'organiser. Organiser le travail dans le pays, donner de la valeur au travail, et puis on a réglé le problème. Et tout le monde sera heureux. Vous voyez ce que nous disons, c'est au moins 4 millions d'emplois concrets. Est-ce que vous savez, l'élevage par exemple, les gens ils se plaignent, il y a actuellement quelquefois même des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Mais on peut le régler. Comment? Il suffit simplement que l'éleveur ait du fourrage là où il est et qu'il ait de l'eau. Il n'a pas besoin de bouger. Or, la production fourragère et la production de l'eau, ça peut faire l'objet d'un programme productif qui enrôle et recrute massivement des gens. On produit des fourrages, on cultive et on fournit aux éleveurs. Ils auront donc des espaces où ils peuvent faire stabiliser leurs troupeaux et le fourrage vient les trouver. Vous savez qu'il y avait une société ici, ça s'appelle SODEPS, Société de développement de l'élevage dans la zone sylvo-pastorale. Mais ils ont testé une approche très intéressante, mais on a laissé ça tomber. Pourquoi? Oui, ben, ça c'est les contradictions qui sont dans les politiques publiques. Au lieu de sédimenter, nous, on détruit, on recommence toujours à zéro. Votre politique de souveraineté alimentaire, de souveraineté tout court, est-ce qu'elle ne se heurte pas aujourd'hui au fait que le Sénégal soit dans un système mondial? On parle de l'OMC, les règles de l'OMC qui font qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'ouvrir votre marché à l'extérieur. Oui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'ouvrir le marché. Or, au contraire, ça va être un atout pour nous. Parce qu'on va pouvoir avoir des devises par la production. Je prends l'exemple de l'artisanat. L'artisanat a besoin de marchés publics. Point. Mais les marchés publics, au moins sur 3 éléments, l'artisanat peut se développer et fournir toute la sous-région. Les machines, la confection et les tables bancs. C'est facile. L'État a besoin de commandes. J'ai connu des artisans qui sont devenus industriels par le biais de la commande publique. La commande les a obligés à s'organiser davantage. Mais la réalité du marché est qu'aujourd'hui, les artisans sénégalais, peu d'entre eux travaillent pour la commande publique. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'importations de mobilier qui viennent de la Chine, de la Turquie et d'autres pays. Mais c'est ça qu'il faut arrêter. C'est pas compliqué, c'est ça qu'il faut arrêter. Vous savez, il n'y a pas de secret à la matière. Les artisans, c'est les industriels de demain. Par quel biais? On n'a pas dit de leur faire de la charité. Il faut juste leur donner de la commande. Mais la fabrication doit être de qualité. Donc, c'est la formation et c'est l'encadrement dans la fabrication. Et c'est la répartition de la fabrication en termes de système de production. Un artisan n'a pas besoin de fabriquer toute la machine. Mais on peut lui donner une partie de la machine, des pièces à fabriquer. Il gagne sa vie avec. Mais il y aura l'organisme qui va rassembler et assembler. Rassembler les pièces et les assembler
et les mettre sous un label. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. Il y a le président Macky Sall qui a lancé un appel au dialogue. Certains sont d'accord pour y aller, d'autres non. Quelle est votre position par rapport à ça en tant que candidat? Oui, je suis candidat. J'exprime clairement mon ambition parce que j'ai une vision claire de ce qu'il y a à faire pour le Sénégal. Je m'occupe de cela et je veux proposer cela au peuple. C'est une voie qui n'a jamais été empruntée. Maintenant, sur le dialogue, le Sénégal est un pays de dialogue. Dans le principe, je ne vois pas un Sénégalais qui refuserait le dialogue. C'est dans les modalités que les gens peuvent se poser des questions. Or, les modalités, il faut le savoir. Si on connaît les modalités, on peut se prononcer si on peut dialoguer ou pas. Mais on ne peut pas déjà préjuger et de principe rejeter le dialogue parce que le dialogue fait partie de notre ADN. Oui, F24, la nouvelle force mise en place par l'opposition civile, dit que le président ne doit pas aller à un troisième mandat, qu'ils vont manifester pour ça. C'est pourquoi ils ne vont pas aller au dialogue. Oui. Vous êtes membre, eux, ils vont pas aller au dialogue, vous voulez aller au dialogue. Non, j'ai dit, le dialogue, j'attends de connaître les modalités. Je n'ai pas dit que j'y vais, forcément. J'ai dit dans le principe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut refuser. Mais le F24, c'est contre une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall. Et nous sommes d'accord que le président Macky Sall ne doit pas se présenter parce que c'est lui qui l'a dit, pour nous. Ce n'est pas du juridisme qu'on fait. Pour nous, il l'a dit, il doit respecter. Parce que lui, on a eu confiance en lui qu'il restaure les valeurs. Et respecter sa parole, c'est une manière de préserver les valeurs. Et pour une fois, cela est une question essentielle pour nous. Une question essentielle de respecter sa parole. Sanoussi Diakhaté, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le président d'AMFIT, un parti qui réunit les mouvements pour le travail et l'intensité du travail. C'est ça, non? C'est ça, la force et l'intensité. La force et l'intensité du travail. Nous parlons avec vous justement de votre candidature, surtout de votre vision pour changer la donne au Sénégal et donner du travail à beaucoup de Sénégalais. Selon vous, le travail, c'est la dignité. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.